C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade. Mon nom est Jean-Philippe Fort, en compagnie aujourd'hui de Stuart Martin avec un S Sabourin. Salut JP. Juste avant de commencer, un rappel que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts ainsi que les vendredis et les mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. Si vous voulez nous aider, d'ailleurs, je vous invite également à nous faire une petite review sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Un peu plus tard aujourd'hui, on reçoit nul autre que l'ancien entraîneur de la Ligue nationale de hockey, originaire de Saint-Pascal-Bellon dans l'Est ontarien, j'ai nommé Monsieur Jacques Martin. Mais d'abord, j'allais dire Pascal, mais d'abord, Stuart, comment vas-tu? Ça va très, très bien, JP. L'habitude est humaine. Oui, exact. Ben écoute, je ne sais pas à quel point les gens doivent s'habituer à ça, vos gens qui sont abonnés à votre podcast, mais c'est un plaisir d'être ici ce soir, puis de pouvoir parler avec toi. Fait que merci de l'invitation aussi. Puis si j'ai assez bien fait ça... Avec moi, mais aussi avec Jacques. Oui, tout à fait. Écoute, moi, je pensais que je t'avais invité voler la vedette, mais je pense que Jacques, il a volé mon spot. Pas ce soir. En direct de Floride, il va nous parler tantôt. On va essayer de faire un petit retour sur sa carrière, sur son enfance à Saint-Pascal, dans l'Est ontarien. D'ailleurs, on va lui demander... moi, mon père m'a toujours dit, je m'en vais à Saint-Pascal-de-Bellon. Ça s'écrit Saint-Pascal-Bellon. Je suis bien curieux de l'entendre à ce sujet. Finalement, son passage avec les sénateurs qui aura marqué plus d'un, je pense. Pour moi, c'est l'entraîneur qui a le plus marqué l'existence des sénateurs d'Ottawa. Simple de même. Tout à fait. Je pense que c'est l'entraîneur-chef des sénateurs d'Ottawa avec le plus grand nombre de victoires aussi en carrière avec Ottawa, qui est à 341 victoires. Tous mes souvenirs d'enfance, de jeunesse, c'est Jacques. Jacques est là, c'est Jacques qui a coaché ces équipes-là, donc tout à fait. On entame les dernières minutes de jeu. La Brigade déploie son 6e attaquant. Donc, il est originaire de l'Est ontarien. Il a été entraîneur-chef de vos sénateurs d'Ottawa de 1995 à 2004. Il a remporté le Jack Adams, remis à l'entraîneur de l'année pour la saison 98-99. En 2003, son équipe a remporté le Trophée du Président, remis à la meilleure équipe du circuit. Et après 30 ans dans la Ligue, il est actuellement conseiller senior pour le Frontenac de Kingston dans la Ligue de l'Ontario. Vous l'aurez deviné, Jacques Martin est avec nous. Jacques, bienvenue à la Brigade. Comment ça va? Ça va très bien, les gars. C'était tout un résumé que j'ai dit et honnêtement, j'aurais pu en dire encore longtemps. Alors, c'est vraiment un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je vais commencer par poser une première question. Vous êtes originaire d'un petit village dans l'Est ontarien, pas très loin d'où moi je suis né à Saint-Albert. Et je veux savoir, est-ce qu'on dit Saint-Pascal-de-Bellon ou Saint-Pascal-Bellon? C'est comme, j'ai jamais su. Saint-Pascal-Bellon. Non, c'est Saint-Pascal-Bellon. Mais on dirait que chez nous, tout le monde disait à Saint-Pascal-de-Bellon. Ben, peut-être, mais en tout cas, c'est écrit Saint-Pascal-Bellon, c'est pas écrit, c'est ça. Ouais. Non, une belle place pour avoir grandi. Disons, j'ai beaucoup d'admiration pour Saint-Pascal. J'ai aimé, disons, être élevé à Saint-Pascal dans un petit village, je pense, élevé sur une ferme laitière. Okay. Je pense que tu apprends, disons, à travailler de jeune âge. Puis aussi, disons, je pense souvent que j'ai beaucoup de mémoire, disons, de passer des journées et des soirées sur une patinoire extérieure avec amis, cousins, à jouer au hockey. Puis, en réalité, avoir eu l'opportunité de commencer à jouer du hockey organisé dans Rockland, c'est à l'âge de moustique, puis oui, à ce moment-là. Puis, je pense que c'était quand même une belle éducation pour moi, puis une belle opportunité parce qu'à l'âge de 13 ans, mes parents, on a déménagé à Ottawa, donc ça m'a permis de pouvoir jouer du hockey supérieur, puis plus organisé, disons, puis aider mon développement. Est-ce que je me trompe si je dis que vous étiez gardien? J'ai lu ça quelque part. Oui, non, c'est exact. J'étais gardien de but. Joué, disons,
plusieurs années. Comme je disais, j'avais commencé avec Rockland. Puis lors de mon année, disons, mon année, je pense que c'était soit Pee-wee ou Bantam mineur. On jouait contre Torso. Puis Torso avait un dénommé Guy Lafleur Oui, dans ben la c'est ça que j'allais ralliement, dire. un Hall of Fame. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai eu l'opportunité de coacher Guy à sa dernière année de hockey dans la Ligue nationale lorsque j'étais entraîneur associé avec les Nordiques de Québec. Toute une personne, tout un athlète, de belles histoires, disons, qu'on pourra parler, si vous voulez, de Guy Ah ben oui, à cette allez-y. époque-là. Guy, dans la vraie vie personnelle, ça avait l'air de quoi? Mais Guy était vraiment un professionnel. Là. Je me rappelle même lors du camp d'entraînement cette année-là, lorsqu'on faisait ce qu'on appelle en anglais des sprints là, à la fin de la session. Notre premier choix au repêchage, dénommé Owen Nolan, je pense que les gens de la région devraient le connaître. Il avait joué son hockey junior à Cornwall, puis avait été un premier choix pour les Nordiques. Il a eu une très belle carrière, très, très bon joueur. Mais à cette époque-là, je me rappelle, ce qui était quand même impressionnant, c'était de voir Guy être plus rapide qu'Owen à la fin d'une session lorsqu'on faisait du patinage. C'est quand même un athlète incroyable. L'autre chose qui m'avait vraiment impressionné de Guy, c'est dans la deuxième moitié de la saison, lors de notre séjour ou voyage dans l'Ouest canadien, de voir l'impact qu'il avait dans l'Ouest canadien, à toutes les places qu'on a fait, Edmonton, Calgary, Vancouver et Winnipeg. À chaque place, l'équipe on l'introduisait, puis c'était des introductions peut-être qui duraient à peu près 5 minutes des partisans d'applaudissements. On lui remettait un cadeau et après les parties, Guy passait 1h30 à 2 heures à signer des autographes après la partie. Donc, c'était vraiment comment est-ce qu'il était adulé comme athlète, comme joueur de hockey dans l'Ouest canadien. Oui. C'était vraiment impressionnant de voir ça. Ça, passer 2 heures avec les partisans, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est commun ou... Bien, je pense que c'est pas commun, non, définitivement pas après les matchs. Souvent, les équipes vont avoir des activités avec leurs partisans, mais jamais que j'avais vu ça comme il avait annoncé c'était la fin de sa carrière. Donc, dans ces endroits-là, que les gens, après la partie, restaient pour... les arrangements avaient été faits pour qu'ils signent des autographes. C'est incroyable. Wow. Puis, on en avait parlé un peu plus tôt. Quand Guy Lafleur est décédé, ça nous avait tout marqué un petit peu comment tout le monde, sur leur page Facebook ou quoi que ce soit, avait une photo avec Guy Lafleur, la partageait puis racontait, moi, la fois que j'ai vu Guy Lafleur, il m'a dit ça, il m'a jasé. Fait que, ouais, non, tout à fait. Oui, c'est incroyable. Ce qui est intéressant, vraiment. Je me demande comment est-ce que Guy aurait survécu à notre époque dans le moment. Parce qu'il était tellement proche de ses partisans, mais aussi, Guy, c'est un gars qui aimait vivre. Puis aujourd'hui, on sait avec les cellulaires, tout ça, ça serait pas facile. Donc, parce qu'on sait à cette époque-là, souvent, les gens ou bien les journalistes qui suivaient l'équipe, ils faisaient partie de cette équipe-là. Tu sais, c'était différent d'aujourd'hui, comme sur le point de vue que tu sais, les joueurs étaient sacrés, il y avait comme une alliance entre les médias qui suivaient l'équipe et les joueurs sur le point de vue hors glace, ainsi de suite. Puis avec les médias sociaux, on dirait que les partisans sont de plus en plus proches des joueurs aujourd'hui, mais ça apporte pas nécessairement des bonnes choses. Ça crée de la pression, de la négativité. Ouais, j'allais dire que c'est pas du tout la même façon qu'on peut être proche. On dirait qu'on peut être proche puis les suivre, mais plus de loin. Puis j'ai l'impression que la façon que Jacques parle de la relation que Guy Lafleur avait avec les partisans, je pense que c'est ça qui vient un peu ajouter à son statut de légende comparativement à aujourd'hui. On dirait qu'on peut suivre, on peut tous les moindres faits et gestes. C'était pas ça autrefois. Non, c'est vrai. Puis même moi, je me rappelle mes années avec les sénateurs.
j'avais un peu une relation de même avec les médias, comme tu parlais du droit tantôt, mais François Gagnon était au droit à ce moment-là. Michel Langevin, qui était un de vos animateurs de show le matin, était à la description. Puis ces deux gars-là, on avait développé une relation vraiment spéciale. Puis ça a toujours resté. Je me rappelle lorsque j'ai commencé mon tournoi de golf, c'était deux personnes qui animaient ma soirée après notre tournoi de golf, François et Michel. C'était deux amis, puis c'est une association, ou bien c'est une amitié, c'est une relation qui est spéciale comparativement aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression les médias qui entourent les sénateurs sont peut-être moins connus que ceux qui vont entourer les Canadiens, par exemple, ou à Toronto, mais j'ai l'impression qu'on a eu des journalistes qui faisaient vraiment du très bon travail, qui ont une belle relation avec les gens pour qui ils écrivent, qui ont des belles relations avec l'organisation aussi. C'est pour ça que je pense qu'on est chanceux. Puis vu qu'on est une plus petite région, j'ai l'impression qu'on est peut-être plus proche un peu. Oui, définitivement. Je pense qu'il y a cette affiliation-là. Il y a aussi le fait que quand tu regardes les sénateurs, ça fait quand même pas tellement d'années qu'ils sont dans la Ligue nationale. Je pense que c'est quelque chose qui est vibrant. C'est quelque chose que les partisans supportent leur équipe et je pense qu'ils aiment être proches. Je me rappelle lorsque j'étais l'entraîneur avec les sénateurs, on avait 3 ou 4 fonctions durant l'année où on avait l'opportunité de rencontrer les partisans, d'échanger, que ce soit un souper ou que ce soit d'autres fonctions. Mais c'était toujours vraiment apprécié de la part des joueurs et de l'organisation d'avoir cette opportunité-là de socialiser avec nos partisans, avec les gens qui sont proches de notre équipe. On reviendra au sénateur tantôt, mais avant, j'ai une question. J'aimerais ça revenir à Saint-Pascal. Quand Jacques Martin était un petit garçon, est-ce qu'il prenait pour les Canadiens ou pour les Nordiques? Ou pour quelqu'un d'autre? Mais quand j'étais petit garçon, il faut dire que je prenais pour les Blackhawks de Chicago. Ah oui, hein? Oh! Oui. Je n'avais pas cette réponse-là dans mon bingo card. J'aime ça la poser, cette question-là. On est souvent surpris. Ouais, parce que mon idole était Glenn Hall, le gardien de but des Blackhawks en premier. Ensuite, Tony Esposito. C'était mes deux idoles comme gardien de but. Puis, je sais pas, j'ai toujours aimé les Blackhawks. Et quand j'étais jeune, quand on était sur la ferme, moi et mon frère Ronald, on jouait souvent au hockey, comme on jouait notre propre partie. Lui, son équipe préférée, c'était les Bruins de Boston. Fait que, on avait notre propre match. Moi, Chicago, lui était Boston. Puis même à cette époque-là, le samedi soir, mes parents allaient à Rockland, donc faire le shopping, puis visiter mes grands-parents. Puis mon frère et moi, on avait notre partie de hockey en écoutant la game du samedi soir à la radio. Dans la cuisine, on jouait notre propre partie avec les rondelles. Ça fait que ma mère n'appréciait pas les pucks sur les armoires. Les marques noires sur les armoires. C'est ça. Mais ça ne devait pas être évident de suivre les Blackhawks dans ce temps-là. Ben, dans ce temps-là, il y avait seulement 6 équipes. Donc, oui, c'est vrai, j'avoue. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui du tout. Hein? On oublie, on dirait. Oui. C'est drôle, hein, parce qu'à cette époque-là, une équipe pouvait jouer peut-être à Montréal le samedi soir, embarquer sur le train après la partie, voyager toute la nuit et jouer le lendemain à Chicago. Ouais, c'était fou. Ça a changé comparativement aujourd'hui. J'avais une question pour Jacques, quand on parle de gardien de but, là, ça pique ma curiosité. Je voulais savoir votre style. Est-ce que c'était papillon, hybride, debout? On parle de quoi exactement, là? Pas mal papillon, parce que si tu regardes les deux idoles que j'ai mentionnées, Glenn Hall était vraiment exceptionnel. Puis c'est un style papillon. Puis moi aussi, donc peut-être moins qu'aujourd'hui, pas autant à terre qu'aujourd'hui, mais c'est quand même un style que j'utilisais. Jacques, vous avez commencé votre carrière d'entraîneur officiellement dans la OHL? Avant, j'ai commencé dans la CHL, dans la Ligue centrale. En réalité, j'ai commencé ma première année de coaching, était avec le Collège Algonquin. Ma première année d'enseignement. Parce que quand on a déménagé à Ottawa, comme je parlais. Fait que j'ai joué au hockey dans la Ligue centrale. Et j'ai obtenu une bourse d'études à l'Université Saint Lawrence aux États-Unis.
Donc, j'ai joué là-bas 4 ans. Puis, quand je suis revenu, en premier, mon rêve, c'était de faire carrière dans la Ligue nationale, mais j'avais pas le talent. Donc, j'étais allé, après mon bac à Saint-Laurent, j'ai fait ma maîtrise à l'Université d'Ottawa en administration des sports. Donc, après avoir gradué, mon premier emploi a été le Collège Algonquin. Pendant 7 ans, j'ai été enseignant au collège et directeur des sports aussi. Et ma première équipe que j'ai coachée, c'était l'équipe du Collège Algonquin. Et ensuite, j'ai coaché l'équipe junior B à Rockland et aussi l'équipe junior A à Rockland et à Hawkesbury. Les Hawks. Les Hawks avant de déménager à Peterborough. C'était, je pense, en 83 que j'ai décidé de laisser l'enseignement, prendre une année sabbatique pour me lancer dans le coaching à plein temps avec les Petes de Peterborough. Là, quand vous dites enseignant, on parle d'un enseignant qui enseigne le hockey ou vous enseignez les mathématiques, là? J'enseignais l'éducation physique, j'enseignais les loisirs. Et ma dernière année au Collège Algonquin, j'étais à Hawkesbury. Je coachais les Hawks, mais en même temps, j'étais aussi, pour le Collège Algonquin, on avait un programme préparation élémentaire à l'emploi. C'est un programme qui était subventionné par le gouvernement fédéral. C'est les gens qui n'avaient pas complété leur secondaire. Ils pouvaient s'inscrire à chaque semaine. Puis c'est un programme individuel, donc des modules, ainsi de suite. Donc, j'enseignais comme life skill, mathématiques, ces choses-là. Puis, j'étais en charge de leur trouver un stage. Donc, après 8 semaines en classe, ils allaient faire un stage de 6 semaines. Donc, j'étais le responsable de trouver des stages qui coïncidaient avec leur désir ou leur orientation de travail. Je suis curieux de savoir si ce moment-là vous a aidé dans votre métier d'entraîneur par la suite, la relation avec les jeunes que vous avez eus. Oui, définitivement. Je pense que le fait d'avoir travaillé comme enseignant, d'avoir travaillé avec des jeunes pour leur aider à définir leur carrière, ainsi de suite, a été un atout dans mes années de coaching. Et là, on arrive à Peterborough. 2 ans comme assistant à Peterborough, jusqu'en réalité, j'enseignais à temps partiel aussi. Puis, j'étais assistant entraîneur avec les Petes. 2 bonnes années. Puis, après ma 2e année, c'est là que j'ai été embauché avec les Platers de Guelph pour coacher leur équipe. Et un peu intéressant, cette année-là, j'ai coaché sans assistant. Ouais. Le seul, ouais. Mais un one-man show. One-man show. Une bonne année, franchement. On a gagné la Ligue de l'Ontario et aussi on a gagné la Coupe Mémorial en 1986. On a battu les Olympiques de Hull en finale. Les Olympiques de Hull qui avaient Luc Robitaille, Benoît Brunet, plusieurs bons joueurs, Sylvain Côté. Donc, ça avait une bonne équipe. Moi aussi, on avait Gary Roberts, Steve Chiasson, qui est malheureusement décédé, étaient des joueurs qui ont aidé Steve Kennett, mon gardien de but, un jeune de la région de Gloucester. Donc, une très, très, très bonne... c'est la 4e année de l'organisation qui n'avait jamais fait les playoffs. Puis, on a eu vraiment une saison exceptionnelle. On bâtissait en réalité pour l'année après, mais les choses ont bien tombé. La meilleure équipe cette année-là, c'était Peterborough. Ils avaient vraiment une grosse équipe. Ils ont perdu en finale de conférence contre Belleville. Puis nous autres, on a défait Belleville en finale pour mériter d'aller à la Coupe Mémorial. Est-ce que c'est suite à ça que les portes de la Ligue nationale s'ouvrent? Oui, c'est exact. C'est à ce moment-là que je pensais jamais parce que j'étais quand même encore très jeune, à 33 ans. C'est à ce moment-là que les Blues de Saint-Louis m'ont contacté pour venir me rencontrer. Donc, je les ai rencontrés à Montréal au draft cette année-là. La première rencontre était avec le directeur gérant. Peut-être les gens de la région vont se rappeler du prof Caron, Ronald Caron. Il avait travaillé dans l'organisation du Canadien pendant plusieurs années sous la tutelle de Sam Pollock. Lui, il était le directeur gérant avec les Blues. J'ai
Puis j'ai eu l'honneur de remplacer Jacques Demers. Jacques Demers avait quitté les Blues pour aller avec les Red Wings de Détroit. Donc, après avoir rencontré les Blues, première rencontre, le lendemain, une deuxième rencontre avec le propriétaire. Et je pense que c'était le dimanche qu'ils m'ont offert le poste d'entraîneur-chef avec les Blues de Saint-Louis. Là, vous êtes devenu entraîneur-chef des Blues? Oui. À l'âge de 33 ans? Oui. Ça, c'est-tu un record, ça? On est à 5 ans de Paul Maurice, qui a été entraîneur-chef à 28 ans, si je me souviens. C'était 28, Paul, OK. Ouais. Il y avait Gary Green aussi, qui avait été entraîneur-chef avec les Capitals de Washington assez jeune. Je pense que c'est lui. Il y avait 26, je pense. Puis Paul Maurice, c'était deuxième. Oui, okay, oui, je pense que oui. Ouais. On n'est pas loin. Je ne m'estimerai pas là-dessus, j'en ai aucune idée. comment on n'est pas. Ouais, un petit peu. Ben, avant ça, le Stu aussi, là. Ouais. Et là, comment on s'adapte de la OHL directement à la NHL? C'est quand même. Ça doit pas être la même. Non, donc, surtout tant qu'on n'a pas joué dans les nationales, c'est quand même difficile, mais j'avais quand même de bonnes convictions, tu sais, comme mes années de junior majeur. Avant de me joindre à l'organisation des Peets de Peterborough, j'étais dépisteur pour eux autres. Un de mes amis, Mike Keenan, avait coaché là à Peterborough. J'avais été à l'école à Saint Lawrence avec Mike. Donc, ça m'a ouvert la porte avec les Peets. Et je pense que c'était vraiment une bonne organisation, les Peets. Ils avaient eu Roger Nielsen qui avait été coach là longtemps. Et je suis devenu bon ami avec aussi. Donc, je pense que j'avais quand même une bonne structure. Donc, le fait d'avoir travaillé dans le junior majeur m'a aidé énormément. Mais ça n'a pas été facile, disons, avec les Blues parce que tu as des gars, disons, des vétérans qui ça fait longtemps qu'ils sont dans la Ligue nationale. Mais on a fait les séries mes 2 années à Saint-Louis. La deuxième année même, on a battu les Blackhawks de Chicago en première ronde et on a perdu donc contre Détroit dans la deuxième ronde de notre conférence. Battre les Blackhawks, c'est quand même pour vous, ça doit être spécial, je sais pas. Oui, mais c'était spécial parce que c'était mon équipe. C'est ça. Là, lorsque j'étais jeune. Puis, en réalité, c'est lorsque j'ai été remercié des Blues, des Blackhawks qui étaient à ce moment-là. Mike Keenan était là. Qui m'avait offert le poste d'assistant. Et il y avait aussi les Nordiques qui m'avaient offert le poste d'entraîneur-chef pour leur club ferme de la Ligue américaine à Halifax. Mais j'ai opté pour aller à Chicago, travailler avec Mike pour 2 ans. C'était deux bonnes années. J'ai appris beaucoup. Puis je pense que ça m'a aidé dans ma carrière à long terme. Mais vous avez fini par passer par les Nordiques quand même. Oui, après 2 ans à Chicago, je me suis retrouvé comme entraîneur associé avec les Nordiques, avec Dave Chambers et Pierre Pagé comme directeur général. Donc, c'était de bonnes années, des bonnes années d'apprentissage, parce que c'était des années difficiles à Québec au début. C'était le changement de garde, puis c'était peut-être la 3e année qu'on a reviré. C'était 2 années vraiment difficiles, puis la 3e année, là, on a eu quand même une bonne équipe. Et aussi, donc, ce qui a fait partie de cette époque-là, c'était le repêchage d'Éric Lindros. Ensuite, le fait qu'Éric ne voulait pas jouer à Québec. Donc, l'échange d'Éric Lindros, c'était tout un épisode qui s'est prolongé à partir de la Coupe Mémorial en mai jusqu'au repêchage à Montréal à la fin de juin. Le travail qui a été mis sur l'échange d'Éric Lindros. C'était tout un processus et toute une expérience à vivre en réalité. Je pense qu'on a appris beaucoup. Et ça l'a vraiment aidé pas les Nordiques, mais les Avalanches à gagner une Coupe Stanley. Oui, c'est ça. En 96. Le retour a quand même été bon. Oui, excellent. Donc, si tu regardes les joueurs qui ont été dans cette... Peter Forsberg, lui seul, est peut-être l'équivalent de Lindros. Donc, tu avais Mike Ritchie, tu avais Chris Simon, tu avais Steve Duchesne à la défensive, Hoffman, Ron Extall.
aussi un premier choix de pêchage, aussi 15 millions de dollars. Ce qui était intéressant aussi dans cet échange-là, c'est que, je me rappelle, on est arrivé à Montréal le mercredi, le repêchage c'était le samedi. On est arrivé à Montréal le mercredi soir, à l'hôtel de rentrée. On avait un plancher au complet. Sur un côté de l'élévateur, c'était nos chambres. L'autre côté, c'était comme on avait établi des bureaux. Puis on travaillait à journée longue sur cet échange-là. Et le soir, juste à la dernière heure, le département hockey a fait un échange avec les Rangers de New York et le propriétaire a fait un échange avec les Rangers de New York. Donc, lorsqu'on est arrivé, on est sorti, on n'est pas sorti de l'hôtel avant le samedi matin. Le samedi matin, on s'est en allé au forum à cette époque-là pour le draft et c'est là qu'on a appris que l'échange avait été fait, mais ça a été annulé par la commissionnaire. Puis il y a eu un juge qui a entendu les deux équipes faire leur appel ou leur plea pour avoir l'échange. Ça a pris 3-4 jours et c'était l'échange que de Philadelphie avait fait avec nous autres qui a été accepté. Comment est-ce que ça affecte l'équipe à l'interne quand un joueur de la trempe d'Éric Lindros admet qu'il ne veut pas jouer pour les Nordiques de Québec? Oui, mais tu sais, les joueurs, là, premièrement, ils n'avaient jamais été avec les Nordiques. Donc, il avait été drafté. Fait qu'il avait opté, à ce moment-là, il pouvait jouer avec l'équipe nationale du Canada, qui avait une équipe permanente. Donc, il avait été joué là avec eux autres au lieu de nous autres. Donc, les autres joueurs, ça n'a pas vraiment les affecté parce que c'est pas comme si c'est un joueur qui fait 4-5 ans qui joue, qui fait partie de ton organisation. Ouais, okay. Donc, de cette façon-là. Puis à cette époque-là aussi, je pense, les gars, peut-être, les joueurs probablement le prennent d'une autre façon. C'est un peu une insulte pour eux autres que lui, il ne veut pas venir un jeune, parce qu'en Québec, c'était quand même une très belle ville, une bonne ville de hockey. Et ça leur a permis de gagner une Coupe Stanley, disons, en 96. Les Avalanches, parce qu'en 95, on a déménagé de Québec à Colorado. Étiez-vous encore dans l'organisation quand ils ont déménagé? Oui. Donc, comme moi, j'ai été associé 3 ans. Okay. Après 3 ans, je voulais retourner comme entraîneur-chef parce que ça fait déjà 5 ans que j'étais comme assistant. Donc, j'étais allé Québec, les Nordiques, on a déménagé notre franchise de la Ligue américaine de Halifax à Cornwall. Donc, c'est moi qui ai été le premier gérant, entraîneur des As de Cornwall de la Ligue américaine. Fait que c'était une bonne échange parce que, premièrement, j'ai demeuré à Saint-Pascal cette année-là. Ben oui. Ma famille, on est revenu à Saint-Pascal. C'était 45 minutes, 50 minutes à voyager à Cornwall. Le fait d'avoir les deux positions aussi, directeur, gérant et coach, je pense que ça m'a aidé à me développer. J'avais Bob Hartley qui était mon assistant aussi cette année-là. Et on a eu quand même connu une bonne saison. On a perdu en finale de conférence contre Moncton après avoir défait Hamilton et Hershey. Hamilton en première ronde, Hershey en deuxième ronde. Et, donc, c'était une bonne expérience. Et après ça, je suis retourné. C'est là qu'il y a eu un changement lorsque Pierre Pagé a été limogé. Pierre Lacroix l'a remplacé. Donc, Pierre Lacroix, c'était moi ou Mark Crawford, les deux finalistes pour la position. Et Mark Crawford a été embauché comme entraîneur-chef. Et moi, j'étais embauché comme assistant. Ainsi que Joël Kenville aussi. Fait que, on a été une année à Québec et ensuite l'équipe a déménagé au Colorado. Fait que moi, je suis déménagé avec les Nordiques jusqu'au 23 janvier 96. Et c'est là que Pierre Gauthier m'a appelé pour m'offrir le poste avec les sénateurs. Donc, je suis venu à Ottawa, puis cette année-là, les Avalanches ont gagné la première Coupe Stanley. C'est ça! Vous êtes repris plus tard. Oui, il fallait que j'attende, c'était en 96, 20 ans avant de gagner ma première coupe avec les Pingouins en 2016. Avant de parler des sénateurs, je n'ai pas le choix de vous poser la question. Est-ce que les Nordiques vont revenir un jour à Québec? Bien, ça serait souhaitable, parce que je pense que c'est un bon marché de hockey. Les gens, il y a une belle aréna, premièrement. Je pense de très bons partisans. Ça va être intéressant. Ça se pourrait.
pourrait. On dit qu'il y a des histoires dernièrement qui ont sorti Atlanta encore, puis c'est quoi, au Texas? Définitivement une place américaine comme Houston. Oui, c'est ça. C'est la deuxième ville c'est la ville qu'on entend beaucoup parler. Oui, Houston. Mais je pense que Houston et Québec seraient de belles additions à la Ligue. Pierre Gauthier vous engage avec les Sénateurs. Revenir dans son patelin, ça doit quand même être, je sais pas, ça doit être spécial, je sais pas. Oui, c'est sûr. Non, j'ai adoré mes années avec les Sénateurs. Je pense que j'apprécie beaucoup l'opportunité que j'ai eue de travailler dans l'organisation, une très bonne organisation. Je pense que j'ai eu 4 directeurs gérants dans mes années avec les Sénateurs. Pierre Gauthier pour 2 ans et demi. Après ça, Rick Dudley, 1 année. C'est drôle parce que les directeurs gérants sont partis par eux autres mêmes, comme Pierre Gauthier. Il était assistant gérant à Anaheim, il est retourné à Anaheim pour devenir directeur gérant. Ensuite, Rick Dudley, qui a remplacé Pierre Gauthier, lui a travaillé 1 an et ensuite est déménagé à Tampa Bay parce que le propriétaire, Rick Dudley, venait des Vipers de Détroit dans la Ligue internationale. Son propriétaire qui appartenait à l'équipe de basketball du NBA avec Détroit a acheté la franchise du Tampa Bay Lightning. Donc, il a emmené Rick Dudley avec lui, Marshall Johnson pendant 3-4 ans et John Muckler les 2 dernières années, je pense. Non, j'ai adoré Ottawa. Je pense que c'était une bonne équipe. La relation avec les joueurs, on a eu de très bons joueurs, de bonnes personnes. Oui. Beaucoup de respect pour les gens de la région d'Ottawa, des partisans qui étaient sensationnels. Ils ont une organisation, ils ont des dépisteurs qui ont fait du très bon travail. Je me rappelle souvent, on se faisait critiquer parce que c'était très rare qu'on signait des agents libres parce qu'on avait un petit budget. Mais ce que les gens oubliaient, c'est que nos jeunes joueurs s'amélioraient à chaque année. Puis c'est de même qu'on est devenu, disons, du début, ma première année, ma première année complète. Je pense que c'était une surprise. On a fait les séries éliminatoires la dernière partie de l'année. Un but de Steve Duchesne, c'était 0-0 jusqu'à peut-être 3 minutes dans le match. Steve Duchesne a marqué un but pour nous permettre de faire les séries cette année-là. Et après ça, on a fait les séries à chaque année et on s'est amélioré d'année en année. Et probablement mes 4 dernières années, c'était une des meilleures équipes de la Ligue, je pense, en 2003, puisqu'on a fini premier au classement général. Donc, j'ai eu l'opportunité de coacher d'excellents joueurs, d'excellentes personnes. J'ai de beaux souvenirs. Et en même temps, on n'a pas parlé, mais ça m'a permis de vivre des expériences exceptionnelles au niveau international. Je me rappelle en 2001, je pense que c'était un dimanche matin, d'avoir un téléphone de Wayne Gretzky me demandant si je voulais participer, si je serais intéressé à faire partie du coaching staff pour l'équipe Canada pour les Olympiques en 2002. C'est vrai. Pat Quinn était l'entraîneur en chef, moi comme assistant et Ken Hitchcock. Ah oui, OK. Ken Hitchcock, qui était l'autre assistant, et aussi Wayne Fleming. Mais ça a ouvert la porte pour une expérience incroyable. Les Olympiques, c'était vraiment exceptionnel de vivre ça. Première expérience de l'équipe Canada. Une deuxième expérience, le World Cup, Montréal et Toronto, puisqu'on a gagné une médaille d'or au World Cup en 2004, suivi d'une année de grève de la Ligue nationale. 2006, une autre apparition, une autre opportunité de travailler aux Olympiques avec l'équipe Canada. Moins bons résultats, mais c'était quand même de belles expériences. Et la dernière, c'était en 2007 où j'étais assistant gérant avec Steve Yzerman. On a gagné les championnats du monde en Russie, à Moscou. De très belles expériences que j'ai eu l'opportunité de vivre. 2002, les Jeux olympiques de 2002, c'était Salt Lake City, c'est ça? Oui, exact. Ah oui, mon Dieu. Je pense que ces jeux-là, autant l'équipe masculine que féminine cette année-là, c'était incroyable. Incroyable. J'étais à la partie de la finale, la partie de finale, la dernière partie de l'équipe féminine là, qui ont gagné.
Ils ont dû battre l'équipe américaine et les arbitres. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ils ont tellement eu de pénalités. Je pense qu'ils ont joué la moitié du match au plus en infériorité numérique. Ouais. Mais ce qui était incroyable aux Olympiques, c'est que tu vis dans la même maison, c'est la même résidence, tous les athlètes canadiens. Fait que ça donne une opportunité de jaser avec d'autres entraîneurs, jaser avec d'autres athlètes. Tu manges à la cafétéria. La cafétéria est ouverte 24 heures sur 24. Il n'y a aucun autre. Le village olympique, c'est seulement pour les athlètes ou les entraîneurs. Fait que c'est vraiment une expérience incroyable. Je me rappelle le soir, souvent je m'assoyais dehors avec Pat Quinn, avant de se coucher. On jasait, Pat fumait son cigare, puis on relaxait avant de coucher, mais c'était une autre bonne. C'est mon co-chambreur était Ken Hitchcock. Puis cette année-là, durant les Olympiques, Michel Langevin m'avait demandé de faire une intervention le matin, à 8 heures le matin, mais 8 heures le matin à Gatineau, c'était 6 heures le matin à Salt Lake. Puis donc, à 6 heures le matin, moi, dans ma chambre, je faisais mon entrevue, puis mon co-chambreur, c'était Ken Hitchcock. Je me rappelle, on a eu du fun avec ça. C'était pas un homme matinal. Ben, c'était à 6 heures le matin. Là, ouais, c'est ça. Non, c'est quand même une expérience que pas beaucoup de gens vont vivre, l'expérience olympique. Là. En fait, j'avais complètement oublié. Non, c'est spécial, l'aspect d'avoir pu participer aux Olympiques. Oui. Ouais. Vous avez parlé beaucoup de belle médaille d'or et une belle bague des Olympiques. En réalité, j'ai 5 bagues qui sont spéciales. Comme la première, c'était la bague de la Coupe Mémorial. Je me rappelle dans l'histoire lorsqu'on a dit aux joueurs qu'on était pour leur donner une bague. Puis eux autres, les joueurs avaient entendu que c'était Gretzky qui appartenait à l'équipe, ça fait qu'ils avaient payé le voyage après. Parce que les Olympiques sont revenus à Gatineau, ils les avaient payé une semaine en Floride. Fait que nos gars, nous autres, ils viennent à moi pour vous demander pour que le propriétaire. Moi, je voulais pas emmener les jeunes de 17 ans à 19 ans en Floride pour une semaine. Babysitter ça. Là, oui, c'est ça. Mais le propriétaire dit non. Il dit au lieu de dépenser de l'argent, je vais faire sûr que je vous achète vraiment une belle bague. T'sais? Fait que l'année après, à l'automne, moi j'étais parti, là, mais quand on a eu la bague, les gars étaient vraiment contents parce que c'était vraiment une très belle bague. Donc c'était ma première. Ma deuxième, c'était les Olympiques en 2002. La troisième, le World Cup en 2004 à Toronto. Troisième. La quatrième, c'était le World Championship à Moscou. Okay? Puis les 2 dernières, c'est les 2 Coupes Stanley avec les Pingouins. Fait que, ça les manquait de doigts, là. Ce qui est malheureux, c'est que les autres sont corrects, mais les deux de olympiques, pas olympiques, mais la Coupe Stanley, c'est trop gros pour porter, franchement. Ouais, c'est vrai? C'est malheureux. Oui. C'est presque du show-off, là, ça. C'est... Fait que ça rentrait pas vraiment dans les oreilles de Patrick Roy, c'est ça qu'on dit. Non, c'est ça. Là, vous avez parlé de Pat Quinn tantôt. J'ai pas le choix d'aller là. Je pense que dans le moment où vous avez été avec les Sénateurs, on a eu droit à l'apogée de la bataille de l'Ontario. J'ai pas le choix de parler des 4 fois en série contre les Maple Leafs, où vous aviez le meilleur club sur papier. Comment vous avez vécu ça, ouais? Yeah, c'était difficile. C'est drôle, hein? C'est un processus à apprendre à gagner. Puis tu regardes, moi je regarde comme le Lightning de Tampa Bay, avant de gagner la Coupe. Ouais. Okay? Ils ont été 5 ans de frustration. Okay? Ils ont perdu une année en finale de conférence. La deuxième année, en 2016, ils ont perdu contre nous autres, les Pingouins, en finale de conférence. La troisième année, ils ont manqué les séries complètement. Ils ont eu beaucoup de blessures durant l'année. Ils n'ont même pas fait des séries. Je pense que la 4e année, ils ont perdu contre Washington. La 5e année, il y avait eu une saison exceptionnelle en saison régulière. Je pense qu'il était peut-être 25 points d'avance, un peu comme les Bruins de Boston cette année. Ils ont perdu 4
à 0 contre le Columbus, première série. C'est vrai. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Puis, malheureusement, je pense qu'on faisait du progrès à Ottawa, mais Toronto était l'équipe qui avait notre numéro. Mais en réalité, c'est probablement en 2003 que j'ai gagné la Coupe lorsqu'on a perdu contre New Jersey, une 7e match en finale de conférence. Et si on bat Jersey, je suis convaincu qu'on bat les Ducks d'Anaheim cette année-là pour remporter la Coupe. C'est une des déceptions, en réalité, lorsque je regarde à ma carrière avec les Sénateurs. C'est ça que ça me déçoit que j'ai pas pu apporter une Coupe Stanley à la ville d'Ottawa. Honnêtement, vous avez apporté tellement de choses à cette organisation-là. Puis d'ailleurs, quand on a reçu plus tôt cette année François Gagnon, justement, on en parlait plus tôt. Puis ce que lui nous a dit, c'est que quand vous êtes arrivé dans l'organisation, c'est là que l'organisation d'Ottawa a pris du sérieux. C'est là que une crédibilité, exactement. Ouais. Puis pour moi, à l'âge où je suis, j'ai grandi avec la rivalité de Maple Leaf Sénateur. C'était vous, l'entraîneur, puis je suis tombé en amour avec cette équipe-là. Tu sais. Puis encore aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous. Fait que, honnêtement, c'est peut-être un regret que vous avez, mais vous avez rien à regretter, à mon avis. Vous avez vraiment apporté quelque chose. C'est toutes mes souvenirs. J'étais un peu plus jeune que Jean-Philippe, mais mes premiers souvenirs aussi, c'est les débuts des années 2000. Ce sont les séries avec les Leafs, les séries aussi contre les Flyers, puis ce fameux match qui était complètement fou. Puis moi, j'étais jeune, j'avais peut-être 7 ans, puis je me souviens, là, on était en voyage avec mon père, puis je regardais le match dans un lobby d'hôtel, puis j'étais cloué, je peux pas croire que du hockey, ça pouvait être ça. C'était comme le plus grand spectacle que j'avais vu de toute ma vie, là, tu sais, puis... Est-ce que tu parles du match qu'il y avait eu toutes les batailles avec les Flyers? Ou est-ce qu'il restait 2 joueurs des Flyers sur le banc, puis il en restait 3 pour Ottawa? Exactement. Ouais. Je pense que c'est encore un record. C'est encore le record. Oui. Mais une bonne question, là. Je douterais que les gens pourraient deviner que je coachais à ce moment-là. Parce que je n'étais pas reconnu comme pour un coach comme Goon, rien de ça, mais ce match-là, mais ça démontrait comment est-ce que notre équipe était engagée et supportait les uns les autres. C'est beau à voir. Si je me souviens bien, Jacques, le coach des Flyers... C'était Hitchcock. C'était Ken Hitchcock. C'est vrai? Oui. Il voulait se venger de la fois à Salt Lake City. C'est drôle, tu sais, comme autant nous autres, on avait des difficultés contre les Leafs. Je pense qu'on a battu les Flyers 2 fois en série. On avait leur numéro. Alors, c'est malheureux, les Leafs. Mais puis en réalité aussi, c'est malheureux, comme je disais, la série contre Jersey, on aurait dû gagner cette série-là. Mais tu sais, je pense que c'était malheureux, mais je sais que quand j'ai été congédié, il y a aussi, comme c'est là qu'ils ont échangé Assa, qui était vraiment une mauvaise transaction. Assa est un joueur exceptionnel, puis si tu regardes ce qu'il a accompli dans la Ligue. Son numéro retiré avec les Blackhawks cette année. L'année passée, je suis plus certain. Là. Ouais. Est-ce qu'il est retiré à Ottawa ou non? Non. Ottawa a retiré le 11, le 4 et le 25. Voilà. Le 4 et le 25 ont suscité un peu plus de discussions, mais je serais quand même curieux de vous entendre là-dessus, d'ailleurs. Vous les avez côtoyés quand même pas mal. Oui. Non, tu veux dire Chris? Chris Phillips, Chris Neal, oui. Oui, non, c'est des joueurs que je respecte beaucoup. Chris Phillips était un premier overall, un très bon joueur. A pris un peu de temps à s'adapter, mais c'est un joueur qui avait énormément de caractère. Il était un pilier dans notre équipe. Si on regarde Chris Phillips, on regarde Wade Redden, Zino Chara, c'était les 3 joueurs clés même avant mon départ, du début des 2000 à 2004, c'était les 3 des 4 top défenseurs que j'avais. Chris Neal, c'est un joueur qui était énormément respecté de ses coéquipiers, énormément aimé. C'est un joueur qui n'était pas seulement capable de se battre, mais qui avait aussi de bonnes mains, une bonne vision du jeu, ainsi de suite. Il a joué toute sa carrière à Ottawa.
C'est sûr, quand tu regardes les gilets qui sont retirés, tu regardes à Ottawa, puis tu fais 100 000 plus loin, tu regardes le Canadien, mais c'est sûr que le Canadien a eu tellement de joueurs élites exceptionnels. Tu regardes les numéros qui sont retirés, c'est pas la même chose, mais chaque marché a sa propre dynastie. Puis je pense qu'on est tellement un petit marché, veut pas, on peut pas voir les choses de la même façon que d'autres plus gros marchés. Là. Non, puis le nombre d'années que les sénateurs, tu regardes probablement qu'il y a d'autres joueurs, tu regardes le noyau de cette équipe-là dans le moment. Il y a certains de ces joueurs-là qui vont peut-être, leur gilet va être retiré aussi. Il y a eu des années difficiles où les joueurs, j'ai eu l'opportunité de coacher Zibanejad à New York une année, ma dernière année comme coach, puis c'est difficile à comprendre comment est-ce que l'organisation aurait pu changer un jeune joueur de même. Il commençait sa carrière, puis c'est une très bonne personne aussi, puis vraiment un excellent joueur. C'est un leader aussi. Une question qu'on se pose aussi. Elle a fait mal celle-là. Oui, Jacques, elle a fait mal celle-là. On se disait au moins qu'on avait obtenu Gustafsson par la suite, mais là, ça a l'air qu'il fait des miracles ailleurs. Oui. Ouais, mais ça, c'est le hockey aussi, je veux dire. Oui. Je pense qu'il y a de la bonne relève, puis il y a des bons jeunes joueurs là. Puis, je pense que l'acquisition de Chychrun va leur aider aussi. Sanderson, je pense qu'il va avoir un très, très bel avenir aussi. Fait que, c'est le côté positif pour l'avenir pour les sénateurs. Pendant qu'on en parle de ces jeunes joueurs-là, je ne sais pas jusqu'à quel point vous suivez la Ligue nationale, les sénateurs en particulier, mais si on prend votre équipe dans les années 2000 qui était jeune, talentueuse, qui avait un Daniel Alfredson qui les menait, puis on les compare avec cette jeune organisation-là qui est plein de talent, mais qui n'a pas l'air d'être rodée encore. On dirait qu'il manque des... Probablement. La différence, c'est que probablement, lorsque j'ai arrivé, on n'avait pas le talent que les sénateurs ont dans le moment. Donc, on a appris à jouer sans la rondelle. Parce que pour jouer sans la rondelle, tu n'as pas besoin de talent. Tu as besoin d'engagement. Tu as besoin de discipline, de compréhension. Puis je pense que c'est là qu'on a établi notre base, on a établi notre culture. Et avec les années, à chaque année, on ajoutait des jeunes joueurs. Comme Alfredson était là en même temps que moi, la première année. Mais après ça, on a ajouté comme des Fisher, des Vermette, des Hassa, des Havlat, les Redden, les Phillips, Shera, qui était jeune aussi. J'en oublie probablement, mais ça a été la clé. Les Radek Bonk, Todd White. On a eu des vétérans comme Sean Van Allen. On a eu un bon mélange, mais les jeunes, on a appris jeunes à bien jouer sans la rondelle. Lorsqu'on a amélioré notre talent, c'est là qu'on est. C'est drôle parce que les gens, les médias m'ont toujours catégorisé comme un coach défensif. Puis je me rappelle, je pense après ma 4e année là-bas, en 2000, on était une des meilleures équipes offensives dans la ligue parce qu'on avait du talent. Parce qu'en réalité, tant que tu as la rondelle, tu joues offensif. Tant que tu n'as pas la rondelle, tu joues défensif. C'est tout. C'est simple. Faudrait dire ça des fois aux sénateurs en ce moment. On a parlé d'un certain Daniel Alfredson brièvement. Est-ce qu'il y a des choses sur lui que vous pouvez dire, d'ailleurs, qui a été intronisé au Temple de la Renommée cette année? On parle, est-ce qu'un jour il va rejoindre l'administration des sénateurs ou avoir un rôle dans l'organisation? Est-ce que ça se pourrait selon vous? Oui, définitivement. Je pense que surtout avec un nouveau propriétaire, je pense je suis sûr que Daniel va revenir dans l'organisation. Daniel, je pense que j'ai eu l'opportunité de coacher pendant plusieurs années, une très bonne personne, un bon leader. Lui, par exemple, est engagé. Fait penser, il y a beaucoup de ressemblances, Alfredson, et j'ai eu l'opportunité de coacher Crosby. Beaucoup de ressemblances. Peut-être la différence, c'est que Crosby a gagné 3 Coupes Stanley. mais non, mais tu sais, je veux dire, en réalité, c'est un gars qui pratique, il a une bonne éthique de travail, pratique fort, travaille après les séances d'entraînement, travaille sur différentes choses, est impliqué dans la communauté, belle personnalité. C'est pas un gars qui est pas selfish du tout, pense à ses coéquipiers.
Puis, en réalité, c'est moi qui l'ai nommé capitaine, parce que tant que j'ai arrivé, c'était Alexis Yashin qui était capitaine. Alexis Yashin, je ne me rappelle plus quelle année, là, il y a eu une année où il voulait pas jouer sur sa dernière année de contrat. Il voulait qu'il renégocie son contrat. Puis l'organisation avait décidé différemment. Fait que ça a donné l'opportunité de changer notre capitaine, puis de mettre Daniel Offerton, et je pense que Daniel a très bien répondu à l'appel, a fait d'excellent travail. Cette transaction-là d'Alexis Yashin, qui a eu un retour pas pire aussi. Là. Exactement. Shara a été le gros morceau, oui, définitivement. Je pense qu'il a laissé un impact, malgré qu'il a quand même quitté Ottawa quand même assez jeune pour aller avec les Bruins, puis on sait ce qu'il a fait avec les Bruins. Exact. Une autre personne incroyable comme personne humaine. C'était ça, en réalité. Moi, ce que je retiens des sénateurs, c'est la qualité de nos personnes qu'on avait. Et puis, ça semble un peu drôle, là, mais je me rappelle, dans mes premières années avec ces jeunes-là, une fois par mois, je devais leur donner une lecture sur les faits de la vie. Parce que c'était des jeunes qui avaient beaucoup de talent, des jeunes avec de l'argent. Essayer de les ramener dans le monde réel. Leur demander ce que leurs amis d'école secondaire, qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y en a qui étaient peut-être des professionnels, d'autres peut-être qu'il y en a d'autres qui travaillaient en construction quand il fait moins 20 dehors. Réaliser comment chanceux qu'ils étaient, eux autres. Travailler peut-être 4 heures par jour. Déjeuner, dîner, on retourne à la maison. J'ai l'impression que ce côté terre à terre-là a resté avec les Alfredson, les Neal, les Chara, tu sais. Oui, c'est sûr. Oui. Non, c'est des gens, disons, qui sont honnêtes. Ce sont des joueurs qui étaient engagés, des joueurs qui avaient vraiment beaucoup de sentiments, puis qui jouaient avec leur émotion. Par la suite, vous passez aux Panthers pour finalement aboutir à Pittsburgh. Non, j'en oublie peut-être entre Montréal. Oui. Montréal, on n'en parle pas ici, là. Non. Non, j'étais 5 ans. Non, c'est vrai, vous avez... oui, tout à fait. Avec les Panthers, puis 3 ans comme directeur gérant aussi avec les Panthers. Vous avez fait les deux en même temps, c'est ce que je me trompe. Oui, 2 ans où j'ai fait les deux, et ma dernière année, j'étais seulement que directeur gérant. Avez-vous... C'était beaucoup. Oui, c'est ça que je dire. Comment on gère ça? On a besoin d'une bonne équipe, en réalité. Puis, c'était une bonne expérience. J'ai adoré mon expérience. J'ai appris beaucoup. C'est sûr que je fais des choses différemment, mais tu apprends avec les leçons de vie. Mais c'était quand même une belle expérience. De ce que vous voyez ici, là, c'est dans mon condo en Floride. L'expérience a été positive aussi en termes de lifestyle. L'expérience a été positive, oui. Je vais souvent au game, même ici. Là, je suis allé à plusieurs parties des Panthers. Une bonne équipe. Une bonne équipe aussi. Puis je regarde beaucoup de matchs parce que je fais 3 ou 4 apparitions à la radio par semaine. J'ai TSN en anglais le mercredi matin. Puis j'ai au 91.9 à Montréal. Puis à Gatineau aussi, en général 2 fois par semaine. Nicolas. Donc, tu as besoin de regarder des matchs pour être... c'est sûr que je regarde le Canadien plus parce que je suis plus dans un marché, les interventions sont dans le marché de Montréal, donc je me dois de regarder plus ces équipes-là, mais je regarde aussi beaucoup d'autres équipes. Donc, j'étais parti de la Floride, je suis allé à Montréal 4 ans, puis 3 ans comme coach, puis après ça, Pittsburgh pour 7 ans. J'ai bien aimé Pittsburgh. Pittsburgh, c'était vraiment une belle expérience. Avoir l'opportunité de coacher des joueurs excellents, puis de gagner les 2 Coupes Stanley, c'est spécial. Comme ça, vous avez ramené la Coupe à Saint-Pascal. Oui, Saint-Pascal, oui. J'ai lu dans un article qui était publié sur le site de la Ligue nationale que vous avez mis des Kurds dans la Coupe. Est-ce que c'est vrai? Oui, les Kurds de Saint-Albert. Oui. Oui, c'est sûr, parce que j'adore les Kurds, moi. Ça fait que lorsqu'on a eu cette journée-là, qu'on a eu la Coupe elle est arrivée à 10h au Collège Bourget à Rigaud, de mon école de hockey. Oui. Fait qu'on était là de 10h
à 2 heures. Fait que chaque jeune qui participait cette semaine-là a eu l'opportunité prendre leur photo avec la coupe et moi-même. On avait d'autres groupes de la région de Rigaud qui sont venus nous visiter. Puis après ça, on s'est rendu à Saint-Pascal. Puis de 3 heures à 7 heures, on était au champ de balle, puisque les gens avaient l'opportunité de venir voir la coupe, prendre une photo avec la coupe, ainsi de suite. Puis à 7 heures, on s'est en allé au centre communautaire à Saint-Pascal. C'était un groupe plus intime, la famille, les amis, mais on était quand même vraiment une centaine. En réalité, pour être honnête, j'ai pas eu le temps d'apprécier cette journée-là. J'étais tellement occupé du matin au soir. Fait que j'ai adoré l'avoir, la coupe, mais c'était tellement buzzé que l'année suivante, on a fait différemment. Un peu plus petit, un peu plus. plus. On a emmené la coupe, c'était à l'hôpital des jeunes à Ottawa. À Chio? On était là à Chio pour 1 heure. Après ça, à la maison Roger Nielsen, juste à côté. Oui. Ça, je l'ai emmené pour 1 heure chez mes bons amis, Jacques Laplante, à son dealership à Hawkesbury. Castle. Non, à Hawkesbury, Jacques avait le Cadillac à Hawkesbury. OK, parfait. Ouais, GM. On était là 1 heure, puis après ça, on avait réservé le restaurant à Alfred. Le Chardot? Chardot. Là, c'était privé. Puis c'était le fun parce que là on a pu enjoy plus la coupe. C'était moins buzzé. Fait que finalement, il y a eu des curls dans la coupe ou pas? Moi, je veux savoir si... À Saint-Pascal, oui. Parfait. Finalement, Mathieu Joseph, avec sa poutine, n'a rien inventé. Là. Non. C'était vous le premier. Oui. Je pense que ce qui était... Les curls de Saint-Albert. J'adorais les curls parce que même une histoire... Quand j'étais jeune sur la ferme à Saint-Pascal, ça, c'était avant que les contrats de lait commencent. Ouais. À ce moment-là, nous autres, on emmenait notre propre lait à la fromagerie, puis on emmenait notre lait à la fromagerie à Wendover. Tu sais, au Wendover, au coin là, du ski, là, il y a un nouveau Tim Hortons maintenant. Il y a un petit strip mall sur la vieille 17. Oui. En face de ça, il y avait une fromagerie avant. C'est là qu'on emmenait notre lait, nous autres. Je me rappelle, on emmenait des bidons. C'était dans des bidons, puis on menait ça à la fromagerie. Puis à chaque fois, quand j'allais avec mon père, à chaque fois qu'on emmenait les bidons, on débarquait les bidons, je rentrais dans la fromagerie. Là, puis là, tu vois, le fromage, je prenais ma main dans la big vat. Là, ça ramassait des couches de toutes chaudes. Là. C'est la meilleure chose au monde. Oui. Ouais, moi, j'ai travaillé à la fromagerie de Saint-Albert pendant quelques années. Je pense que tu viens à Saint-Albert, t'as pas le choix, là. C'est un rite de passage. Puis vous avez parlé de votre école de hockey tantôt, qui est installée à Rigaud, Collège Bourget. Je suis curieux de savoir d'où ça a commencé, ça. Puis pourquoi c'est important? Ça a commencé à Hawkesbury. Je pense que c'était peut-être l'année que je coachais les Hawks. Un de mes bons amis avait un magasin de sport, André Leduc à Hawkesbury, sur la rue principale. Puis il y avait un jeune à peu près de 6-7 ans. Il jouait au hockey. Fait qu'il m'a proposé, son jeune était venu à l'école de hockey, j'étais à Saint-Laurent. Je travaillais à Saint-Laurent durant l'été à l'école de hockey là-bas, il était venu. Fait que j'ai commencé 1 semaine la première année, après ça 2 semaines à Hawkesbury. Après 3-4 ans, on commençait à avoir de la demande pour en résident. Fait que la première année, on les avait mis dans les maisons de pension. Puis après ça, c'est difficile à gérer. Fait que j'avais ouvert la résidence du collège d'Alfred, qui était relié au programme de l'université de Guelph. À ce moment-là, il y avait un programme d'agriculture. Nous autres, on louait les facilités pour les 2 semaines. Au collège d'Alfred? Au collège d'Alfred. Il y a une patinoire là? Non, il n'y a pas de patinoire. Okay. Autobus. Les jeunes montaient en autobus, mais on avait les repas. Il y avait la cuisine volante qui était comme juste en face quasiment, là, un traiteur qui servait les repas pour les jeunes en résidence, le déjeuner puis le souper. Puis, à un moment donné, le collège ont commencé des programmes d'été d'horticulture et ainsi de suite. Puis la résidence n'était pas grosse au collège. Fait qu'ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Fait que c'est là que j'ai déménagé à Rigaud. J'ai trouvé l'école à Rigaud qui est quand même à 20 minutes de Hawkesbury. Ah oui. Puis, quand j'ai déménagé la première année,
Rigaud, c'était le collège. On se servait de la résidence, mais l'aréna, il n'était pas équipé pour faire la glace à l'été. Fait qu'on se servait de la résidence. À ce moment-là, c'était en dortoir. C'était pas comme des chambres. Les jeunes, on passait la journée à Hawkesbury. Le soir, on s'emmenait à Rigaud. Il y avait des belles facilités. Il y avait un gymnase, une piscine. On avait des activités pour les jeunes en résidence. À ce moment-là, c'est là que le collège m'a demandé si aménageait un nouveau système pour faire la glace l'été, si j'amènerais l'école là. J'ai dit oui. Fait que l'été après, ils ont procédé à faire ces changements-là. Puis, c'est la 3e année. Là, j'ai commencé l'école à Rigaud, mais j'ai toujours gardé une semaine à Hawkesbury. Je faisais 2 semaines à Rigaud puis une semaine à Hawkesbury, sans résidence à Hawkesbury. Seulement 2 jours. On est à notre 40e année cette année de l'opération. Fait qu'on a eu beaucoup de joueurs pour le hockey. Les gars, comme tu parlais de Nolan tantôt, Jeremy Roenick, Spezza, Piquet Subban, beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui sont venus. Chris Letang, Pascal Dupuis, beaucoup de joueurs que j'ai coachés, comme Maxime Lapierre, des gars qui sont dans la région. Brian Gianta, qui était mon capitaine quand j'étais avec le Canadien. Beaucoup de joueurs des Sénateurs. Marc Méthode, beaucoup d'autres, des gars qui sont de la région d'Ottawa qui sont venus voir les jeunes. Mais non, c'était une belle école. Je pense que j'ai vraiment aimé ce qu'on fait. C'est une école donc, pour donner une opportunité aux jeunes de s'améliorer, d'améliorer leurs habiletés, mais aussi d'avoir du plaisir. Oui. C'est un camp complet. Cité de jour, c'est à peu près de 8 heures à 5 heures. C'est une journée complète. 3 sessions de glace par jour, session de vidéo, du hors glace, la natation l'après-midi. Puis les facilités sont merveilleuses au collège maintenant, surtout parce qu'il y a à peu près 10 ans ou 12 ans passés, ils ont amélioré vraiment. On a vraiment de belles chambres maintenant, un beau gymnase aussi. On a 2 gymnases en réalité. Terrain avec de football, avec la surface synthétique, toutes sortes. Donc, on est choyés. Donc, l'école est ouverte pour les jeunes de quel âge à quel âge? 7 ans à 17 ans. OK. Puis cet été, ça va être 2 sessions. La première session du 30 juillet ou 31 juillet au 4 août, puis du 6 au 11 août, la 2e semaine. Ceux qui voudraient inscrire leurs enfants, c'est via le site web de l'école. Donc, école de hockey Jacques Martin. Jacques Martin, hockey.com. Parfait. Jacques, en terminant, on a une petite tradition qu'on appelle les tirs de barrage. Donc, Stuart va vous lancer une série de questions. Vous répondez comme ça vient. C'est bon? OK. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. Il y en a une en particulier, là, j'ai extrêmement hâte d'avoir la réponse. Là, puis, OK, on va y aller, Jacques. La première, c'est quelle est votre idole de jeunesse? Idole de jeunesse, Glenn Hall. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la routine de la LNH? La compétition. Je pense que c'est la routine, la compétition, puis l'échange avec les joueurs sur une base régulière. Incontournable dans la région d'Ottawa. Incontournable. Dans la région d'Ottawa. L'endroit que vous ne pouvez pas ne pas aller si vous êtes dans le coin. Là. Ah, Saint-Pascal. D'accord, ah oui, hein? Saint-Pascal Rockland, nous avons visité ma famille. OK. Là, la question qui s'en vient, il n'y a qu'une seule bonne réponse, genre. Donc, j'espère que ça va être la bonne. Avec ou sans ketchup sur les hot dogs? Sur les hot dogs, sans ketchup. Excellent, sans ketchup? Bravo. Non. Non, c'est la bonne réponse, tout à fait. Ben non. C'est pas de ketchup, on met quoi? Jean-Philippe, c'est pas toi qui réponds à la question. Moutarde, relish, oignon, chou. Pas de ketchup. Meilleur hot dog, ça. Excellent. Et finalement, si une équipe de la LNH, là, je dis ça comme ça, les sénateurs d'Ottawa, là, par exemple, là, ils vous faisaient une offre. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez de revenir coacher ou pour jaser? Définitivement. Donc, je ne sais pas à quelle position, là, mais c'est sûr que j'aimerais revenir avec une équipe, travailler avec une équipe. Je pense que je peux offrir encore beaucoup. J'ai la passion. Oui, définitivement. Ça serait intéressant.
C'est une réponse qui me satisfait énormément. Jacques, un gros merci pour votre temps, puis surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Merci les gars, c'était un plaisir pour moi de jaser d'hockey avec vous autres. J'espère qu'on aura l'opportunité de s'en reprendre. Ah ben oui, vous nous dites quand vous êtes libre, puis on s'organise. Merci beaucoup. Merci. Puis Stuart, comment a été ta première présence en entrevue sur la brigade? Baptême de feu. Ouais, ben là, je sais pas si c'est toi qui l'annonce. on va le laisser le découvrir lui-même lors du montage. Oui, tout à fait. Je sais pas si c'est toi qui l'annonce à Pascal ou c'est moi qui l'annonce qui a perdu son spot. Je sais pas. En l'écoutant, ouais, c'est parfait. Mon Dieu, c'était extraordinaire, je pense, là, comme discussion. C'est une encyclopédie aussi d'informations puis de souvenirs, de faits cocasses. J'ai énormément apprécié aussi le fait de pouvoir discuter avec lui de justement notre rivalité contre Toronto, des livres, puis de ramener ces souvenirs-là, c'était génial, je pense. Moi, j'avais complètement oublié que c'était un Olympien. Mais je m'en souviens, mais on dirait que cet homme-là a tellement vécu de choses, tellement accompli de choses. C'est une carrière de 30 ans dans la Ligue nationale de hockey, là. Exact. Dont je pense autour de 8 avec les Sénateurs, si je me trompe pas. Oui. C'était 96 à 2004. Vraiment la 8, ça? Ça, même avec les additions, les fractions, c'est pas... je suis pas le meilleur, mais je pense que oui. Voilà, on espère que ça vous a plu. Stuart, as-tu un mot de la fin pour nous aujourd'hui? Écoute, Jean-Philippe, je pense qu'on devrait se préparer pour les séries en avril. C'est ce que j'ai à dire. On y croit. J'espère pour toi que quand l'épisode sort, on n'en a pas perdu 8 back-à-back. Non, c'est une prédiction que je fais, là. Fait que quand on va être rendu épisode, là, quand il va être diffusé, on va être en bonne position. Parfait, j'aime ça. J'aime le positivisme. Stuart, sur ce, bonsoir. Merci à toi, Jean-Philippe.